La Seconde Guerre mondiale a ravagé des continents, brisé des millions de vies et laissé l'Europe en ruine. Mais dans l'ombre des combats, certains ont bâti des empires, tandis que les bombes tombaient, des usines en effet tournaient à plein régime, tandis que de jeunes hommes mouraient courageusement au front ou que des familles étaient déportées, d'autres signaient des contrats en or. Alors, posons la vraie question, qui s'est enrichi pendant que d'autres mouraient? Première escale, le cœur même de la machine économique nazie. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il ne se contente pas uniquement de réarmer l'Allemagne idéologiquement. Il lance également un vaste programme de réarmement industriel soutenu par les plus grands conglomérats du pays. En quelques années, l'économie allemande devient une machine de guerre et de profit. Le groupe IG Farben, né de la fusion de géants de la chimie comme Bayer, BASF et Huch, devient un pilier du régime. Il produit non seulement des carburants synthétiques ainsi que des caoutchoucs nécessaires à l'effort militaire, mais il participe aussi à la fabrication du Zyklon B, le gaz utilisé dans les chambres de la mort. La société a des liens étroits avec le régime nazi dès le début et ses dirigeants siègent dans des instances économiques du Reich. En 1941, IG Farben finance et exploite un camp de travail spécifique, Buna Monowitz, aussi appelé Auschwitz III, destiné à produire du caoutchouc synthétique. Le camp est conçu pour accueillir jusqu'à 35 000 détenus. Les conditions de vie y sont abominables, sous-alimentation, coups ou bien exécution sommaire. Plus de 25 000 personnes y mourront, pour la plupart des juifs, mais aussi des prisonniers de guerre soviétiques et des résistants politiques. De son côté, Krupp, fleuron de la sidérurgie allemande, fournit au régime des canons, blindés et obus en quantité industrielle. Dès les années 1930, Krupp bénéficie des commandes de réarmement du régime. En 1943, Alfred Krupp, fils du fondateur Gustav, prend la tête de l'entreprise. Il supervise personnellement l'emploi de plus de 100 000 travailleurs forcés répartis dans les usines du groupe à Essen, Bochum, Magdeburg ou en Tchécoslovaquie. Krupp gère même un camp de concentration privé à proximité de ces usines. Alfred sera d'ailleurs condamné à Nuremberg pour crimes contre l'humanité, mais libéré dès 1951 sous pression américaine, et ce pour des raisons économiques. Siemens, acteur majeur de l'électrotechnique, est aussi un rouage essentiel de l'économie de guerre. Il fournit des équipements pour les communications militaires, les systèmes d'éclairage de la Wehrmacht et même des composants pour les camps de concentration comme les systèmes électriques, des clôtures ou des projecteurs de garde. Siemens exploite environ 80 camps annexes rattachés à des camps de concentration, notamment Ravensbrück et Auschwitz. L'entreprise fait travailler plus de 40 000 détenus sous la menace constante. Même Volkswagen, créé dans les années 1930 à l'initiative de Hitler et du docteur Ferdinand Porsche pour produire une voiture accessible au peuple, la fameuse voiture du peuple, ne produit jamais un seul modèle civil sous le Troisième Reich. Dès 1939, l'usine de Wolfsburg est convertie à la production de véhicules militaires légers, notamment le Kubelwagen et la Schwinwagen. Plus de 15 000 travailleurs forcés y sont employés, dont des enfants ukrainiens de 12 à 14 ans, selon des documents retrouvés après la guerre. Au total, on estime que 12 à 14 millions de personnes, déportées, prisonniers de guerre, requis étrangers, ont été utilisés comme main-d'œuvre forcée dans l'économie allemande. C'est le plus grand programme d'esclavage industriel de l'histoire moderne. Dans les usines, les carrières de sel ou les sites de construction, les conditions sont inhumaines. Des enfants sont aussi employés, notamment dans les mines de potasse ou les usines de munitions. En 1944, dans certaines usines souterraines, comme Mittelbau Dora, les détenus assemblent les fusées V2 dans l'obscurité, sous terre, sans voir la lumière du jour, et ce pendant des semaines. Plus de 10 000 y mourront, souvent de fatigue, de faim ou de pendaison publique. Des documents soviétiques récupérés après la guerre décrivent des cadences de travail de 16 heures par jour, sans pause, sous la surveillance d'hommes armés. La désobéissance ou même un simple effondrement se paye de coups ou d'exécutions. À Berlin, Munich, Dresde ou Hambourg, des prisonniers français sont intégrés aux chaînes de montage des usines d'aviation. Ils sont logés dans des baraquements glacés, rationnés à 800 calories par jour et travaillent au service de l'ennemi. Certains d'entre eux tenteront de saboter les productions, comme en témoignent les dossiers de la Gestapo sur des résistants ouvriers. L'économie du Troisième Reich n'a pas seulement préparé la guerre, elle l'a rendue possible. C'est en effet grâce aux produits colossaux engrangés par ces entreprises que l'Allemagne a pu soutenir 6 années de conflit. Ces mêmes entreprises
Krupp, Siemens, IG Farben ne disparaîtront pas après 1945. Certains seront restructurés, d'autres condamnés, mais beaucoup survivront à Hitler, intégrés dans la reconstruction de l'Europe de l'Ouest. Derrière chaque tank, derrière chaque avion, chaque canon, il y avait le savoir-faire d'une industrie de pointe, mais aussi la souffrance de millions de mains esclaves. Une souffrance que bien peu d'entreprises ont reconnue ou indemnisée à sa juste mesure. L'occupation allemande de l'Europe entre 1940 et 1944 ne s'est pas jouée que sur les champs de bataille. Elle s'est aussi jouée dans les usines, les ateliers, les chaînes de production. Partout où la Wehrmacht avançait, elle réquisitionnait, organisait et imposait. Mais derrière les machines, il y avait des choix humains, parfois ambigus, parfois contraints, entre collaborer, coopérer ou résister discrètement. En France, l'exemple le plus emblématique est celui de Louis Renault. Dès la défaite de 1940, ces usines sont sollicitées par l'occupant. Il accepte de mettre ses chaînes de production au service de la Wehrmacht. À Boulogne-Billancourt, l'usine Renault produit des camions militaires, des moteurs et des pièces détachées pour les troupes allemandes. Renault n'est pas le seul. Michelin continue la fabrication de caoutchouc et de pneus indispensables à l'effort de guerre. Quant à Gnome Aeron, spécialisée dans l'aéronautique, elle produit des moteurs pour les avions de transport allemands. Ces collaborations sont documentées, parfois formalisées dans des contrats. Les autorités allemandes imposent leur rythme, mais les industriels français tirent profit de la commande continue. La production ne s'arrête pas, les usines tournent et les propriétaires évitent l'effondrement de leur empire. Mais à la Libération, les temps changent. Louis Renault est arrêté en septembre 1944. Il meurt en prison un mois plus tard, sans avoir été jugé. Ces usines sont nationalisées au nom de l'indignité nationale, devenant le symbole d'une collaboration économique condamnée. Michelin, en revanche, échappera à toute sanction directe grâce à sa position stratégique dans l'après-guerre. En Italie, la situation est plus explicite encore. Le régime de Mussolini, allié officiel du Troisième Reich, mobilise son industrie en faveur de l'Axe. Le grand Fiat, dirigé par la famille Agnelli, est un rouage essentiel de l'économie de guerre fasciste. Fiat produit des camions, tanks légers, moteurs d'avion, et ce aussi bien pour les armées italiennes qu'allemandes. Les usines de Turin fonctionnent à plein régime jusqu'en 1943. Même après la chute de Mussolini, une partie des installations reste sous contrôle allemand et continue à fabriquer pour l'Axe. Le groupe Pirelli, lui, reste un fournisseur majeur de pneus pour les véhicules militaires. Il profite des marchés publics et de la pénurie de concurrents pour asseoir sa position dominante. Ces exemples posent une question fondamentale. À partir de quand parle-t-on de collaboration et non plus de simple survie industrielle? En effet, certains dirigeants agissent par pur opportunisme, d'autres sous contrainte directe et cherchent à préserver leur emploi, leur outil de production ou simplement leur vie. Mais les frontières sont floues. Dans certaines usines, les machines tournent pour l'occupant, mais des actes de résistance interne se produisent. Des ingénieurs ralentissent volontairement les chaînes, des ouvriers sabotent des pièces, glissent des défauts de fabrication. À Renault, plusieurs témoignages d'après-guerre évoquent des sabotages organisés de moteurs destinés à la Wehrmacht. À Michelin, certaines unités de production affichent une productivité mystérieusement plus basse quand la commande est allemande. Il y a aussi des cas plus ambigus, voire plus courageux. Le groupe Louis Dreyfus, actif dans le transport maritime, cache plusieurs navires dans des ports africains, et ce pour éviter leur réquisition par les autorités allemandes. Ce geste, à la fois économique et politique, leur vaudra des représailles, mais aussi un respect tardif à la libération. En Belgique, le cas de Cockerill, une entreprise sidérurgique située à Liège, fait scandale. Durant toute l'occupation, Cockerill poursuit sa production de fonte et d'acier pour l'industrie allemande. L'entreprise travaille sous surveillance militaire allemande, mais continue à verser des dividendes à des actionnaires. Après la guerre, un rapport parlementaire mettra en cause sa direction sans que cela n'aboutisse à une condamnation judiciaire. Dans l'ensemble, la collaboration industrielle n'a pas toujours été le fruit d'une adhésion idéologique. Elle a souvent résulté d'un mélange de peur, d'intérêt, de pragmatisme, voire de cynisme. Mais certaines entreprises ont su tirer un profit durable de la guerre en ressortant plus riches, plus puissantes, parfois même blanchies. Ce sont ces zones grises de l'histoire, ni héroïques, ni entièrement coupables, qui interrogent encore aujourd'hui.
La Suisse, pays neutre au cœur de l'Europe, n'a pas été envahie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais si elle n'a pas pris les armes, elle a bien joué un rôle dans les coulisses de l'économie de guerre. Parmi les dossiers les plus sensibles de cette implication figure celui de l'or nazi, un or qui transitait par ses banques, transformé, échangé et blanchi. À partir de 1940, l'Allemagne nazie est confrontée au blocus économique imposé par les Alliés. Le Reich dispose encore de ressources, notamment en or, mais pour commercer avec des pays neutres, il lui faut une monnaie convertible. La Banque nationale suisse, ou BNS, devient alors un rouage discret mais essentiel. Elle accepte l'or allemand, le fait fondre, le réestampille et le transforme en francs suisses ou en devises fortes comme le dollar. Ces nouvelles devises sont ensuite utilisées pour financer des importations depuis l'Espagne, la Suède ou bien le Portugal. L'opération se présente comme un simple échange technique entre banques centrales. Mais l'origine de l'or est vite connue. Une partie provient des réserves nationales volées aux pays occupés, Belgique, Pologne, Pays-Bas ou bien France. Des rapports britanniques et américains l'attestent dès 1942. Et l'autre partie, plus sinistre, vient des victimes des camps de concentration. Les nazis récupèrent en effet les dents en or, les bijoux, les montres, en somme, toutes les pièces de valeur des déportés, notamment à Auschwitz et Treblinka. Ces objets sont fondus à la Reichsbank, puis transférés sous forme de lingots. Ces lingots, à l'apparence officielle, finissent à Berne ou Zurich. Entre 1940 et 1945, la Banque nationale suisse aurait traité l'équivalent de 440 millions de francs suisses d'or nazi, selon les calculs du rapport Bergier, commandé par le gouvernement suisse dans les années 1990. Ce chiffre inclut les opérations directes avec la Reichsbank, mais aussi des échanges plus opaques via des pays tiers. Des documents déclassifiés aux États-Unis montrent que les Alliés avaient alerté la Suisse dès 1943 sur le caractère suspect de ces transferts. Pourtant, la BNS poursuivra les opérations jusqu'à la chute du régime nazi. Les banques privées ne sont pas en reste. Crédit Suisse, UBS, mais aussi des établissements plus modestes, participent à des mouvements de capitaux liés à l'or ou aux avoirs allemands. Des transferts sont effectués vers des filiales au Portugal ou en Amérique du Sud. Des comptes sont ouverts au nom de prête-noms. Les banquiers, protégés par le secret bancaire, ne posent pas de questions sur l'origine des fonds. En 1946, un premier règlement est imposé à la Suisse par les Alliés. L'accord de Washington prévoit que Berne reverse 250 millions de francs suisses en or suspect aux puissances alliées. La Suisse reconnaît alors partiellement avoir servi d'intermédiaire financier au Reich. En échange, elle obtient la fin du gel de ses avoirs à l'étranger. Mais ce règlement ne concerne que les États spoliés, pas les individus. Restent alors les comptes dormants des victimes juives. Des milliers de personnes déportées ou assassinées détenaient des comptes en Suisse, parfois ouverts avant-guerre. Après leur mort, ces comptes sont restés inactifs, mais les banques refusent de les restituer, exigeant des preuves de vie, des certificats de succession ou bien encore des signatures impossibles à produire. Le secret bancaire suisse empêche toute vérification extérieure. Pendant près d'un demi-siècle, ces comptes restent invisibles. Ce n'est qu'à partir de 1995, sous la pression des survivants, de la presse internationale et d'une commission parlementaire, que la question est rouverte. Des audits sont lancés et en 1998, à la suite de procès engagés aux États-Unis, un accord est trouvé entre les grandes banques suisses et les organisations juives. Un fonds de 1,25 milliard de dollars est mis en place pour indemniser les familles des victimes. Plus de 40 000 dossiers sont étudiés dans un processus lent et partiellement opaque. Un épisode emblématique de cette période est celui du train de l'or hongrois. En 1944, un convoi ferroviaire quitte Budapest rempli de biens spoliés aux juifs hongrois. Objets d'or, bijoux, pièces de monnaie, lingots ou argenterie. Le train est intercepté en Autriche par les troupes américaines, mais son contenu est ensuite en partie dispersé. Certains objets sont en effet volés, d'autres transférés. Les éléments suggèrent que des pièces du convoi auraient transité par la Suisse, bien que cela reste difficile à prouver avec certitude, et ce, en raison du manque de traçabilité des objets fondus. Le dossier de l'or nazi révèle un méli-mélo complexe d'économie, de diplomatie et de silence. Pendant que l'Europe s'embrasait, des milliards circulaient dans le calme des banques de Genève, Berne ou Zurich.
Lorsque les États-Unis entrent en guerre en décembre 1941, leur industrie bascule en un temps record vers une mobilisation totale. Ce que l'on a appelé l'arsenal des démocraties devient le plus grand appareil de production militaire de l'histoire moderne. Derrière ce succès, il y a des noms connus: General Motors, Boeing, Lockheed, Ford et des dizaines d'autres. Entre 1940 et 1944, le budget militaire des États-Unis explose. Il passe de 1% du PIB à 42%. En 4 ans, le pays produit 300 000 avions, 100 000 chars, 70 000 navires et des milliards de munitions. Boeing et Lockheed fabriquent des bombardiers B-17, B-24, P-38. General Motors, qui produisait jusqu'alors des voitures, se reconvertit dans les moteurs d'avion, les blindés et même les fusils automatiques. Ce virage patriotique est incontestable, mais avant 1941, l'histoire est plus nuancée, car certaines entreprises américaines ont entretenu des liens économiques étroits avec l'Allemagne nazie, par pragmatisme, par intérêt commercial ou bien même par idéologie. C'est le cas de Ford, et en particulier de sa filiale allemande, Ford Werk GmbH. Installée à Cologne depuis les années 1920, l'usine continue à produire des camions et véhicules militaires pour la Wehrmacht, même après le début de la guerre. En 1941, alors que les États-Unis sont encore neutres, l'activité continue normalement. Ce n'est qu'en 1943, sous pression du gouvernement américain, que Ford perd le contrôle de son usine allemande, nationalisée par les nazis. Pourtant, les profits de la filiale ont bien continué à remonter vers Détroit pendant plusieurs années. General Motors possède à cette époque Opel, l'un des fleurons de l'automobile allemande. Opel produit des véhicules militaires, notamment le camion Blitz, utilisé massivement par la Wehrmacht sur le front de l'Est. Même après l'entrée en guerre des États-Unis, General Motors continue à revendiquer ses droits de propriété. En 1948, l'entreprise reçoit même une indemnisation du gouvernement américain pour les pertes subies en Allemagne pendant la guerre. Un autre cas emblématique est celui de la Union Banking Corporation, UBC, une banque américaine liée à la famille Bush. En 1942, la UBC est saisie par le gouvernement américain en vertu de la loi sur le commerce avec l'ennemi. Elle est accusée en effet d'avoir servi de canal de financement au groupe Thyssen, un conglomérat sidérurgique allemand très proche d'Adolf Hitler. Le principal actionnaire de la banque est Prescott Bush, banquier à New York, futur sénateur et père du président George H.W. Bush. Selon les archives du Department of Justice, la UBC a facilité des transferts de fonds et la gestion d'actifs allemands aux États-Unis, mais aucune inculpation pénale ne sera retenue contre Prescott Bush et ses associés. Ils affirmeront en effet toujours n'avoir eu aucune connaissance directe des liens du groupe Thyssen avec le parti nazi. L'ambiguïté entre affaires et morale ne s'arrête pas là. En 1948, Henry Ford, fondateur de Ford Motor Company, reçoit la Grande Croix de l'Aigle allemand, la plus haute distinction décernée par le régime nazi à un étranger. Ford est alors connu pour ses opinions antisémites, publiées dans son journal The Dearborn Independent, et compilées en Allemagne sous le titre « Le Juif international », traduit et diffusé par les nazis dans les années 1920. Pendant la guerre, Standard Oil, via sa filiale américaine Esso, et des accords passés avec IG Farben, est soupçonné d'avoir continué à fournir du carburant synthétique ou des brevets chimiques à l'Allemagne, et ce via des circuits indirects passant par l'Espagne ou l'Amérique latine. En 1942, une enquête du Sénat américain révèle des échanges de technologies entre Standard Oil et IG Farben, l'entreprise allemande liée à la production du gaz Zyklon B. Aucun procès ne sera instruit, mais les relations entre les deux groupes seront rompues, et ce sous la pression de Washington. Ces cas ne signifient pas que les États-Unis ont soutenu le régime nazi, mais ils montrent que les intérêts économiques ont parfois devancé les principes, surtout avant l'entrée en guerre. Après Pearl Harbor, ces entreprises se rallient pleinement à l'effort national. Elles produisent, innovent, livrent, avec une efficacité industrielle inégalée. Certaines deviennent même des symboles de la victoire alliée. Mais les liens commerciaux d'avant-guerre restent aujourd'hui encore des zones d'ombre dans l'histoire de ces géants de l'industrie. Dans la France occupée, la guerre n'a pas seulement appauvri les populations, elle a aussi créé des fortunes colossales, bâties dans l'ombre sur la faim des autres.
Tandis que les tickets de rationnement encadraient chaque gramme de pain ou de sucre, une économie parallèle s'épanouissait, une économie souterraine, brutale et cynique, mais extraordinairement rentable. Au cœur de ce système, un nom, les BOF, pour beurre, œufs, fromage. Ce surnom populaire désignait les trafiquants du marché noir, souvent issus du monde rural, mais aussi de la petite bourgeoisie commerçante. Leur activité contournait les règles du rationnement imposées par le régime de Vichy et les autorités d'occupation. Leur méthode, acheter directement auprès des producteurs à la campagne, en liquide, en nature, ou bien sous la menace, puis revendre à prix d'or dans les villes. Les filières étaient nombreuses et bien rodées. Des réseaux de camions circulaient de nuit, chargés de viande, de beurre, d'œufs ou bien de sucre, parfois volés directement dans les dépôts de la Wehrmacht ou dans les entrepôts du ravitaillement général. Certains se spécialisent dans des denrées rares, comme le tabac américain, l'essence, le chocolat ou encore des produits de luxe issus du pillage. Le phénomène n'est pas marginal. Selon les estimations du Service national du ravitaillement, en 1944, plus de 25% des produits agricoles français ne passaient plus par les circuits officiels. La pénurie organisée par les autorités alimentait les marges vertigineuses du marché noir. Des restaurateurs parisiens payaient jusqu'à 1000 francs le kilo de beurre contre 35 francs en prix officiel. Des affaires éclatent dans toute la France. En 1944, c'est le scandale des sacs de farine. Des agents du ravitaillement détournent plusieurs tonnes de farine destinées à la population. Pour couvrir la fraude, des boulangeries fictives sont déclarées, reçoivent des livraisons, puis disparaissent. La farine est revendue quant à elle à prix d'or à des revendeurs clandestins ou à des établissements de luxe. Une enquête menée après la Libération révèle l'implication de fonctionnaires de Vichy, de notables et même de juges administratifs. Peu seront condamnés. Autre affaire, autre exemple, l'affaire aux produits laitiers, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris. Cette entreprise, en apparence banale, fournit officiellement des crèmeries. Mais en 1943, une descente des forces allemandes révèle un entrepôt caché contenant assez de beurre et d'œufs pour nourrir 300 familles pendant 5 mois. Les responsables sont arrêtés, puis relâchés quelques jours plus tard après paiement d'une amende. Ils retrouveront leur activité sans réelle sanction. Ces profiteurs de guerre ne se contentent pas de revendre, ils investissent. Plusieurs bofs achètent pendant la guerre des immeubles haussmanniens, des hôtels particuliers ou bien des terrains agricoles. À la Libération, ils blanchissent leurs gains dans des entreprises légales. Certains ouvrent des restaurants, des chaînes d'alimentation ou des hôtels. À Bordeaux, le surnommé roi du beurre deviendra propriétaire d'un empire immobilier et sera même élu conseiller municipal en 1947. Les archives du commissariat général aux affaires économiques confirment qu'un grand nombre de ces individus échappent aux poursuites. Dans une note confidentielle de 1946, on peut lire « L'opinion publique admet que ces enrichissements sont scandaleux, mais la justice peine à les qualifier pénalement. Le flou juridique entourant le marché noir rend les condamnations rares et légères. » Le phénomène n'est pas limité à Paris. En effet, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, des parrains locaux du trafic d'essence ou de tabac deviennent des figures incontournables du commerce et de la politique locale après 1945. Certains recyclent même leur réseau dans des activités semi-légales de contrebande ou dans les débuts de la distribution alimentaire moderne. L'impact moral de cette économie parallèle est considérable. Dans ses articles publiés dans le journal Combat, Albert Camus dénonce dès 1945 une guerre de classe par le beurre. Il décrit une société où les plus riches mangent à leur faim en corrompant, pendant que les pauvres alignent leurs tickets de rationnement pour quelques grammes. Le marché noir devient dès lors un symbole de l'injustice et des inégalités sous l'occupation. Pendant que la machine de guerre nazie dévastait l'Europe, une autre machine, plus discrète, mais tout aussi méthodique, dépouillait des millions de personnes de leurs biens, de leurs entreprises, de leurs œuvres d'art, ou bien encore de leurs logements. Ce processus portait un nom, l'arianisation économique. Un vol de masse, bureaucratisé, légalisé, souvent maquillé en transactions régulières et qui enrichit des milliers de particuliers, d'institutions et d'entreprises dans l'Allemagne nazie comme dans la France occupée. Tout commence en Allemagne dès 1933. À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le régime nazi lance une série de lois antisémites qui visent explicitement à exclure les juifs de la vie économique. On leur interdit progressivement d'exercer dans les professions libérales, de posséder des entreprises ou même d'entrer dans des cafés et des magasins. Le but est clair,
forçaient les propriétaires juifs à vendre leurs affaires à des Aryens, souvent à des prix dérisoires ou sous la menace. Ces ventes forcées sont encadrées par des notaires, des banquiers et des représentants de l'État nazi. Après la nuit de cristal, en novembre 1938, l'aryanisation devient brutale et systématique. Des milliers de commerces juifs sont saccagés, leurs vitrines brisées et leurs propriétaires arrêtés. Les survivants n'ont d'autre choix que de céder leurs biens pour une bouchée de pain. C'est ainsi que la célèbre chaîne de magasins Wertheim, détenue par une famille juive de Berlin, est progressivement démantelée, puis reprise par des proches du régime. La fortune accumulée par les nouveaux propriétaires se prolongera bien au-delà du Troisième Reich. En France occupée, ce pillage prend une forme très administrative, mais tout aussi impitoyable. Une loi du 22 juillet 1941, promulguée par Vichy, crée un organisme officiel, le Commissariat général aux questions juives, chargé de recenser, de gérer et de redistribuer les biens des juifs français et étrangers. L'administration française ne se contente pas d'exécuter les ordres allemands. Elle devance parfois les attentes, multipliant les procédures d'expropriation. On estime qu'environ 80 000 entreprises, commerces ou biens immobiliers juifs ont été aryanisés en France. Cela inclut aussi bien des comptes bancaires, des assurances-vie, des objets d'art ou bien des meubles. Les Galeries Lafayette, détenues à l'époque par une famille juive alsacienne, sont ainsi confiées à de nouveaux dirigeants aryens imposés par l'administration. Ces dirigeants, loin d'être inquiétés à la libération, garderont parfois leur poste dans les décennies suivantes. Le mécanisme est simple. Une entreprise juive est placée sous administration provisoire, souvent par un notaire ou un homme d'affaires bien introduit. Elle est ensuite revendue à bas prix, parfois aux enchères publiques. Attention, les acquéreurs ne sont pas toujours nazis ou collaborationnistes. Il s'agissait souvent de voisins, de concurrents, de banquiers ou de membres de la bonne société. Plusieurs grandes fortunes françaises ou allemandes, encore actives aujourd'hui, ont pour origine ces rachats de biens spoliés. L'enrichissement ne concernait pas que les commerces ou les immeubles. Les œuvres d'art furent massivement ciblées. Plus de 100 000 objets culturels furent ainsi saisis en France par l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, un service spécialisé du Reich dédié à la confiscation d'art juif. Parmi les cas les plus célèbres, celui des toiles de Gustav Klimt, comme le portrait d'Adele Bloch-Bauer, volé en Autriche et retrouvé bien des années plus tard dans une collection privée américaine avant d'être restitué après un long procès. Ce tableau fut vendu en 2006 pour 135 millions de dollars. Un autre exemple frappant est celui de la banque Ley à Paris. Pendant l'occupation, cette maison bancaire familiale s'est spécialisée dans le rachat d'immeubles saisis à des familles juives, parfois par des montages financiers complexes. L'implication de ces dirigeants dans ces opérations sera révélée dans les années 1990, lors de procès en réparation intentés par les héritiers. Ces cas ne sont pas isolés. En effet, des milliers de biens volés sont encore aujourd'hui conservés dans des musées, des collections privées ou bien dans le parc immobilier de grandes familles européennes. La restitution, quand elle a lieu, est souvent tardive, complexe et juridiquement incertaine. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est un champ de ruines. Les bombardements alliés, souvent massifs et répétés, ont détruit ou gravement endommagé des centaines de villes. En France, des cités comme Caen, Le Havre, Saint-Lô ou Brest sont détruites à plus de 70%. En Allemagne, Cologne, Dresde, Hambourg ou encore Berlin ont vu s'effondrer des quartiers entiers. Mais dans cet environnement dévasté, certains y voient une opportunité économique. Dès l'été 1944, alors que la guerre touche à sa fin en France, des municipalités ruinées financièrement commencent à céder à bas prix des terrains en ruine, souvent pour le franc symbolique, dans le but d'accélérer la reconstruction. Ces ventes intéressent des particuliers, mais surtout des marchands de biens, des promoteurs et des entrepreneurs de BTP, souvent bien introduits localement ou politiquement. À Caen, certains hôtels particuliers calcinés changent de main pour l'équivalent d'un salaire d'ouvrier. À Paris, dans des quartiers comme Ménilmontant, certains terrains expropriés sous l'occupation sont réattribués discrètement à des promoteurs. Ces pratiques, rarement documentées dans les archives officielles, s'appuient sur des réseaux politiques, parfois issus de Vichy, parfois de la Résistance. En France, la reconstruction est officiellement supervisée par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le MRU, créé en octobre 1944. Pourtant, dans la pratique, une grande partie des décisions échappent à ce ministère, surtout au niveau local.
Les marchés publics attribués aux entreprises du bâtiment vont donner naissance à de véritables empires industriels. Des entreprises comme Bouygues, fondée en 1952, Fougerolles ou Spie-Batignolles, se développent dans ce contexte d'urgence porté par les contrats d'État et les fonds du plan Marshall injectés à partir de 1948. En Allemagne de l'Ouest, la reconstruction suit un schéma comparable. À partir de la réforme monétaire de 1948, le nouveau Deutsche Mark permet de relancer l'économie. Les ruines industrielles, terrains vagues, usines détruites sont alors vendues ou transférées à bas prix. Des groupes comme Hochtief, Bilfinger ou des sociétés familiales acquièrent des terrains avec l'appui des autorités locales. Un exemple souvent cité est celui de la famille Rinsma à Berlin. Déjà puissante dans le secteur du tabac pendant la guerre et liée à la propagande nazie, elle rachète dans les années 1950 plusieurs immeubles abandonnés à Charlottenburg et Prenzlauer Berg, zone sinistrée. Ces acquisitions, effectuées sans publicité, permettront à la famille de reconstruire un empire économique. En Rhénanie du Nord-Westphalie, certaines usines sidérurgiques détruites de la Ruhr sont reprises par des entrepreneurs locaux ou étrangers. L'administration d'occupation britannique supervise certaines cessions, mais d'autres passent en vente libre dans des conditions opaques. Plusieurs dynasties industrielles allemandes, encore actives aujourd'hui, ont pris leur essor grâce à ce redéploiement financier. En France, certaines fortunes actuelles, notamment dans l'immobilier parisien, trouvent leur origine dans des acquisitions réalisées entre 1945 et 1950. Des familles achètent des immeubles haussmanniens partiellement détruits, les restaurent avec des aides publiques, puis les conservent ou les exploitent en location à haute rentabilité. Le manque de cadastre à jour, les changements de propriétaires pendant l'occupation et la faiblesse du contrôle administratif rendent ces transactions particulièrement discrètes. Enfin, certaines zones expropriées pendant la guerre, souvent aux mains de juifs déportés, sont revendues sans restitution réelle aux familles. Cela crée des situations complexes encore débattues dans les années 90-2000, notamment dans les archives foncières de la région parisienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains pays, officiellement neutres, ont vu leur économie prospérer, et ce grâce à des échanges stratégiques avec les puissances en guerre, notamment le Troisième Reich. C'est le cas de l'Espagne franquiste, de la Suède et du Portugal, qui ont tous les trois su tirer profit de leur position géographique, de leurs ressources naturelles et de leur statut diplomatique. En Espagne, le général Franco, tout juste sorti de la guerre civile, maintient officiellement la neutralité. Mais dès 1940, l'Allemagne devient un partenaire commercial majeur, notamment pour un minerai stratégique, le tungstène, aussi appelé Wolfram. Ce métal est essentiel dans la fabrication d'obus perforants et de blindages résistants à haute température. L'Espagne devient le principal fournisseur de ce minerai pour l'industrie de guerre allemande. Entre 1940 et 1944, les exportations de Wolfram explosent. La moitié des exportations mondiales part vers l'Allemagne nazie. En retour, le Reich livre du carburant, du matériel militaire et soutient politiquement le régime franquiste. Les Alliés protestent vivement. En 1944, les États-Unis et le Royaume-Uni menacent l'Espagne d'un embargo pétrolier. Franco finit par signer des accords limitant les exportations, mais les réseaux clandestins, eux, continuent, parfois via la Suisse. Cette période a vu émerger des fortunes rapides dans certaines régions minières comme la Galice, où des sociétés écrans, parfois enregistrées en Suisse ou au Liechtenstein, achetaient le wolfram à prix d'or. En Suède, c'est le minerai de fer qui devient l'objet d'un commerce stratégique. Dès les années 1930, la sidérurgie allemande dépend massivement du fer suédois, notamment celui extrait des mines de Gällivare et Kiruna. Ce minerai, particulièrement pur, est indispensable à la production de blindés, de munitions et d'armements lourds. Bien que neutre, la Suède autorise les exportations vers l'Allemagne jusqu'à la fin de 1944. En contrepartie, elle reçoit du charbon, des produits chimiques et du pétrole, des ressources que le pays ne produit pas en quantité suffisante. La pression diplomatique britannique et américaine est constante. Mais les autorités suédoises invoquent leur neutralité, leur dépendance économique et la menace allemande en cas de rupture commerciale. L'économie suédoise sortira de la guerre relativement intacte, avec des réserves accumulées grâce à ces échanges. Le Portugal, dirigé par António de Oliveira Salazar, joue un rôle plus discret, mais tout aussi stratégique. Le port de Lisbonne devient l'un des centres névralgiques du commerce transatlantique. Des bateaux suisses, espagnols ou vénézuéliens
y transitent sous couvert de neutralité. L'or nazi pillé dans les banques centrales des pays occupés ou fondu à partir des biens spoliés aux victimes de la Shoah transite par les coffres portugais. Plusieurs compagnies écrans sont enregistrées à Lisbonne pour dissimuler l'origine de ces fonds, notamment dans le secteur du diamant et de l'immobilier. La Companhia de Diamantes de Angola, liée au pouvoir colonial portugais, est soupçonnée d'avoir reçu des financements issus de transactions douteuses avec des intermédiaires allemands, en lien avec l'or transféré depuis la Suisse. Par ailleurs, Lisbonne devient un point de passage pour les réfugiés, mais aussi pour certains membres de la hiérarchie nazie en fuite. Des officiers SS parviennent en effet à se procurer des visas de complaisance grâce aux consulats espagnols et portugais. Ces documents leur permettent de transiter vers l'Argentine ou d'autres pays d'Amérique du Sud. Les services alliés sont parfaitement informés de ces fuites, mais ferment parfois les yeux pour ne pas compromettre leurs relations diplomatiques avec les gouvernements ibériques. Ces alliances économiques non déclarées sont restées longtemps discrètes. Ce n'est que des décennies plus tard que certains de ces accords ont été révélés au grand public, souvent à l'occasion de procès, de publications universitaires ou bien de déclassification d'archives. Dans tous les cas, ces exemples démontrent que la guerre, même pour ceux qui ne la mènent pas militairement, peut devenir une source immense d'enrichissement, parfois au prix de compromissions morales majeures. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les images de la capitulation nazie et des procès de Nuremberg semblent annoncer une ère de justice. Pourtant, derrière la solennité des tribunaux militaires, une autre réalité s'installe, celle d'un recyclage silencieux, pragmatique et parfois cynique des élites économiques et administratives liées à l'appareil nazi ou collaborationniste. Le cas d'Alfred Krupp est emblématique. Héritier du groupe sidérurgique qui porte son nom, il est condamné en 1948 à 12 ans de prison pour crimes de guerre et confiscation de ses biens. Ces usines avaient utilisé des milliers de travailleurs forcés dans des conditions inhumaines, y compris dans des camps comme celui de Essen ou à l'intérieur même du complexe concentrationnaire d'Auschwitz. Pourtant, sous la pression de la guerre froide, les autorités américaines le libèrent en 1951 sans qu'il ait purgé la moitié de sa peine. Il récupère aussitôt son empire industriel, devenu indispensable dans la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest. Et ce n'est pas un cas isolé. En France, l'épuration économique, qui touche des industriels ayant collaboré avec l'occupant, est intense entre 1944 et 1946, mais elle s'essouffle rapidement. Louis Renault, arrêté à la Libération pour avoir mis ses usines au service de la Wehrmacht, meurt en prison sans procès. Ces usines sont nationalisées. D'autres, comme on l'a vu avec les dirigeants de Michelin ou de grandes banques impliquées dans les spoliations de biens juifs, échappent à toute poursuite. La volonté de reconstruire l'économie prévaut. Dès 1944, des lois d'amnistie permettent aux anciens condamnés de retrouver leurs fonctions, leurs droits civiques, voire de se présenter à des élections. En Allemagne, l'administration de la toute nouvelle République fédérale, RFA, fondée en 1949, réintègre une proportion significative d'anciens nazis dans les hautes sphères. Dans la magistrature, la diplomatie ou bien la police, les anciens membres du NSDAP deviennent parfois même majoritaires. Hans Globke, juriste ayant co-rédigé en 1935 les lois antisémites de Nuremberg, devient dans les années 1950 le bras droit du chancelier Konrad Adenauer à la chancellerie. En 1957, plus de 70% des hauts fonctionnaires du ministère ouest-allemand de la justice avaient été membres du parti nazi avant 1945. Le contexte géopolitique, notamment la peur du communisme et la nécessité d'une administration efficace, justifie ce recyclage discret. En France aussi, certaines trajectoires interpellent. Le groupe L'Oréal, dont un de ses dirigeants historiques, Jacques Corrèze, fut un militant collaborationniste notoire et membre de la milice, poursuit son ascension industrielle. Corrèze s'exile brièvement aux États-Unis après la guerre, mais revient au pays, réintègre les conseils d'administration et joue un rôle important dans le développement de la marque à l'international. Dans le monde de la presse, plusieurs figures ayant publié sous l'occupation reprennent du service. D'anciens éditorialistes de journaux collaborationnistes deviennent chroniqueurs dans des titres à grand tirage sous la 4e République. Jean Bichelonne, ministre de la production industrielle sous le régime de Vichy, meurt en Allemagne en 1944, dans des circonstances restées troubles.
Mais ses proches collaborateurs, ingénieurs ou administrateurs, retrouvent très vite des postes de direction dans l'industrie française. Certains siègent dans des conseils d'administration, d'autres réintègrent le CEA ou des entreprises d'État nouvellement créées. Dès 1943, alors que la libération de l'Europe est encore à planifier, les États-Unis et le Royaume-Uni anticipent la gestion des territoires reconquis. Ils préparent un projet baptisé AMGOT pour Allied Military Government of Occupied Territories. Ce dispositif prévoit une prise en main militaire et administrative des pays libérés, y compris la France. Le but est de garantir l'ordre public, de sécuriser les arrières logistiques des troupes alliées et d'encadrer la reconstruction institutionnelle. Ainsi, la France devait être administrée comme un territoire occupé sans reconnaissance immédiate d'un gouvernement national. Pour assurer la reprise économique, une monnaie spéciale est imprimée à Washington, le franc AMGOT. Ce billet en circulation dès 1943 en Corse est prévu pour l'ensemble du territoire français, est imposé sans concertation préalable avec les autorités françaises. Face à cette menace d'un protectorat de fait, Charles de Gaulle réagit avec vigueur. Depuis Alger, il affirme la légitimité du Comité français de libération nationale, futur gouvernement provisoire de la République française. En août 1944, après l'insurrection parisienne, le gouvernement provisoire de la République française s'installe à l'Hôtel de Ville, écartant symboliquement et politiquement toute autorité militaire alliée sur le territoire. Ce coup de force diplomatique, appuyé par la résistance intérieure et la reconnaissance progressive des Alliés, empêche l'application de l'AMGOT en France. Les billets AMGOT déjà imprimés resteront dans les coffres. Mais l'hégémonie américaine prend une forme plus subtile quelques années plus tard. En mai 1946, Léon Blum est envoyé à Washington pour négocier les accords Blum-Barnes avec le secrétaire d'État James Barnes. Les accords visent à alléger la dette de guerre française envers les États-Unis et à débloquer une aide financière immédiate pour relancer l'économie. En échange, les États-Unis exigent l'ouverture complète du marché cinématographique français à leur production, sans quota ni limitation de copies. De plus, la France doit réduire sa propre production nationale de films, jugée peu rentable et concurrençant inutilement les studios américains. Dès 1947, près de 70% des films projetés dans les salles françaises sont américains, un record depuis l'entre-deux-guerres. La réaction dans le milieu culturel est rapide. Une grève des techniciens du cinéma éclate à l'automne 1946. Jean Renoir, Jacques Becker et d'autres figures du cinéma dénoncent une perte d'indépendance culturelle. Certains syndicats parlent d'une colonisation par l'image. Ces accords, pourtant essentiels à l'économie française, marquent le début d'une pénétration en profondeur du soft power américain en Europe. Le cinéma n'est qu'un vecteur, s'y ajoute bientôt la musique, jazz, rock, les publicités, le mode de vie consumériste et plus tard la télévision. En 1947, les États-Unis renforcent leur emprise sur un autre levier, le plan Marshall. 15 milliards de dollars sont versés à 16 pays européens, dont la France et l'Allemagne de l'Ouest. Officiellement, cette aide vise à reconstruire les infrastructures, éviter la famine et prévenir une poussée du communisme. En réalité, elle est assortie de conditions. Les pays doivent acheter des produits américains, blé, machines-outils, tracteurs, engrais, et s'aligner sur les standards économiques du capitalisme libéral. Toute tentative de se soustraire à cette logique entraîne un isolement. La Tchécoslovaquie, intéressée à l'origine, est contrainte de se retirer du plan sous la pression de Moscou. À travers le plan Marshall, les États-Unis imposent leur modèle économique autant qu'ils exportent. La présence militaire américaine sur le sol européen devient également un pilier de cette influence. En France, en Allemagne et en Italie, des bases permanentes sont installées. En 1949, la création de l'OTAN consacre cette tutelle stratégique. L'Europe occidentale devient un glacis sous leadership américain dans la nouvelle guerre froide. En échange de leur protection contre l'URSS, les pays européens acceptent une certaine dépendance militaire et diplomatique. En 1945, les États-Unis obtiennent 80% des réserves d'or mondiales concentrées à Fort Knox et à la Fed de New York. La suprématie du dollar devient totale, la monnaie américaine s'imposant comme la référence des échanges internationaux. Le franc AMGOT, imprimé à Washington, reste un symbole de cette tentative d'hégémonie monétaire. À l'Assemblée nationale, en 1946,
des députés communistes qualifient les accords Bloom-Burns de capitulation culturelle. Ils ne seront jamais annulés. Au final, la Seconde Guerre mondiale a détruit des empires, déplacé des frontières, anéanti des villes. Mais elle a aussi créé des fortunes, des dominations nouvelles et des empires invisibles. Et si certaines entreprises ou familles se sont enrichies dans l'ombre, un acteur s'est imposé à la lumière, les États-Unis, sortis de la guerre plus puissants, plus riches et plus influents que jamais. Ils n'ont pas seulement aidé à rebâtir l'Europe, ils l'ont aussi redessiné selon leurs intérêts, leurs valeurs et leur culture. Et ce sont parfois dans les silences des traités, les lignes des contrats ou bien les images des films importés que s'est joué le vrai butin de la guerre. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.